Bienvenue à cette conférence co-organisée par le STIX et le CERE ASBL en la présence de trois intervenants que nous vous présenterons tout de suite après cette petite introduction. Bienvenue à chacun d'entre vous. Merci de nous avoir rejoints par écran interposé ce matin. Nous saluons particulièrement aussi Madame André, présente ici en charge de mission au niveau du cabinet de la ministre de l'Enfance, Bénédicte Linaire. Donc, merci à vous pour votre présence, de venir s'intéresser à la parole et la participation que nous essayons de promouvoir lors de ce sujet. Je vais passer la parole à ma collègue Florence Camus du STIX, qui vous reprécisera un tout petit mot sur l'ASBL du STIX. Oui, merci Caroline. Donc voilà, je suis Florence Camus en charge de communication pour le STIX et je vous rappelle donc simplement que le STIX, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, on est une organisation qui organisons des supervisions, de l'accompagnement et des formations en entreprise, et nous le faisons généralement dans le sens et les valeurs de l'éducation permanente. Et il nous semblait aussi dans l'actualité et même hors actualité, je dirais, important pour nous au STIX de développer dans le sens de ces valeurs toujours et de questionner justement le travail, ses évolutions, ses pratiques et aussi bien évidemment le travail avec les jeunes, donc la place des jeunes notamment. Donc ici, voilà pourquoi tout simplement, cette conférence trouve sa place également dans nos activités. Alors aujourd'hui, on est particulièrement heureux de collaborer aussi avec le CERE. Et donc, je passe la parole à Caroline Leterme et Annick Faniel. Voilà, CERE ASBL, l'acronyme du Centre d'expertise et de ressources pour l'enfance. Enfance entendu 0-18 ans, hein, donc on s'intéresse aussi à la jeunesse, l'adolescence. Nous sommes un centre de recherche et reconnu en éducation permanente. Vous pouvez trouver sur notre site internet les analyses et études que nous publions dans ce cadre. Lors de cette crise que nous traversons depuis plus d'1 an maintenant, nous nous sommes aussi particulièrement intéressés à la place des jeunes, notamment, pas uniquement, mais notamment par une importante étude, enquête que nous avons pu réaliser fin de l'année passée sur l'enseignement hybride des jeunes dans l'enseignement secondaire, que nous avons pu réaliser en partenariat avec le CEF, dont nous avons un représentant ce matin, et la FAPEO, donc la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Donc voilà très brièvement pour le cadre de cette conférence et de nos ASBL. Un petit mot au niveau de cette rencontre, comment elle est organisée. Donc, nous avons 3 interventions par les 3 intervenants que nous accueillons ce matin, qui parleront chacun une dizaine de minutes de leur point de vue, de leur expérience, témoignages de terrain, ce qui peuvent nous relayer sur cette thématique. Après ces 3 moments de parole, j'aurai le plaisir d'animer un débat avec la salle, avec vous, par les questions qui nous ont déjà été transmises à l'avance, hein, lors de votre formulaire d'inscription, et aussi par les questions qui émergeront lors des interventions. Bonjour. Lors des interventions oui. des... Vous êtes à la formation aussi ou pas? Je vous vois pas en fait. Ah, ok. Ah, ok. Voilà. On va demander... Allez. Il y a moyen de couper le micro de cette personne. Voilà, merci. Voilà, donc n'hésitez pas pour ce faire à utiliser... À utiliser le chat, je reprends, hein, Caroline, parce que ton micro s'est coupé, à utiliser le chat, la bulle conversée que vous devez sans doute connaître maintenant après, en effet, l'utilisation du numérique. Et c'est moi qui récolterai notamment vos questions et pourrai les transmettre à Caroline. Voilà, j'en ai profité et je vous salue par la même occasion. Merci Annick, c'est gentil. Merci. Voilà. Caroline, oui, voilà, je reprends juste. Si jamais certains d'entre vous
se poseraient des questions par rapport à la barre d'outils Zoom, on a préparé un tout petit document, mais on vous l'avait déjà envoyé. Donc, je ne sais pas s'il faut le repasser particulièrement, mais en tout cas, vous avez en dessous de votre écran une barre d'outils qui vous permet notamment ici d'aller dans le chat. Et ça, c'est vraiment le lieu important pour vous aujourd'hui, puisque c'est par là que vous allez nous poser vos questions. Donc, je ne vais pas passer en détail sur tous les autres points. Je pense qu'on est tous familiarisés maintenant avec l'outil Zoom. Mais donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Et nous, on est ici en backup, enfin en backstage, je devrais dire, pour les assembler, enfin les mettre ensemble et les diffuser après. Voilà. Merci. Florence, on n'entend pas Caroline. Peut-être il faudrait désactiver. Enfin... Voilà, on m'avait désactivé. Voilà, donc merci Florence pour la technique et merci Annick pour la gestion du chat. Et donc, on y va, hein, on lance les interventions, on rentre directement dans le vif du sujet. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Monsieur Patrick Timmermans, directeur de Forgy, qui est la Fédération de maisons de jeunes et d'organisations de jeunesse. Donc, une ASBL dont il est directeur depuis mars 2020. Cette date vous rappellera quelque chose, le début de la crise. Et donc, auparavant, une longue expérience en tant que coordinateur de maisons de jeunes à Bruxelles et Charleroi. Donc, Patrick, je vous passe la parole. Bien, merci Caroline, vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir échanger. Je crois qu'on a été en manque d'échanges à certains moments durant cette période et on a vu comment il était important de pouvoir établir des zones de dialogue, de discussion avec des publics et entre professionnels. Et donc, cette initiative va tout à fait dans ce sens-là et je la salue. Je remercie Eric Luna pour son invitation, Caroline et Florence. Donc, je suis Patrick Timmermans, donc je travaille pour une fédération de maisons de jeunes. J'ai travaillé longuement avec les maisons de jeunes. Donc, ma position en tant que directeur de fédération depuis peu de temps, elle est vraiment ancrée sur l'expérience et je suis encore très imprégné de l'activité qui se développe dans les maisons de jeunes, celles que j'ai quittées bien sûr, mais aussi d'autres que je connais bien, avec qui j'ai collaboré et d'autres que j'ai pu découvrir durant l'année, même si je n'ai pas pu me rendre sur place toujours. Et donc, ça me donne quand même une certaine vision de ce qui a pu se vivre dans les maisons de jeunes. En tant que fédération de maisons de jeunes, pour situer un petit peu, je donnerai 3 orientations importantes de notre action. L'une, elle est d'accompagner nos affiliés. Donc, Forgy a une vingtaine d'affiliés répartis sur l'ensemble du territoire de la communauté française que nous suivons, que nous accompagnons. Nous avons été particulièrement en contact avec eux durant cette période pour pouvoir adapter des protocoles, essayer d'imaginer des manières de rester en contact avec les publics jeunes. Il y a aussi une dimension administrative, faire des dossiers dans un contexte difficile. Donc ça nous a beaucoup mobilisés. Pour être plus proche encore du terrain et de la réalité de travail dans le secteur, Forgy a une équipe qui est vraiment en animation concrète sur le terrain. Donc, on a des spécialisations, je ne vais pas les détailler, mais dans les arts urbains, dans l'inclusion, dans le développement durable. Nous avons ciblé certaines actions qui nous mettent vraiment en contact au quotidien avec les pratiques de jeunesse dans les maisons de jeunes, avec nos animateurs. Donc, vraiment pour sentir comment évoluent les pratiques de jeunesse, leur interrogation. Et puis, de l'autre côté, c'est vraiment l'autre spectre de notre activité, c'est représenter le secteur des maisons de jeunes et être en débat avec les autres fédérations pour faire porter cette parole des jeunes et auprès des cabinets, des instances, auprès de ce que Bruxelles a comme institution pour essayer de construire la politique de jeunesse à partir du terrain et en faisant monter ce que nous semblent être les préoccupations. Alors vraiment dans le contexte Covid, évidemment, ça a joué un rôle très très important parce que nous n'avons pas cessé d'être en contact avec ce que la jeunesse pouvait connaître et essayer de faire remonter ce vécu en essayant d'interroger les pratiques. Et donc, c'est là que ça a été un moment extrêmement complexe parce que on sent combien la pression était forte sur
l'impossibilité de mener des actions. L'ADN des maisons de jeunes, c'est de faire du collectif avec les jeunes et entre jeunes. Et le contexte, c'était surtout pas de collectif, surtout pas de rencontres, surtout pas de connexion physique entre les jeunes, alors que maison de jeunes, symboliquement, c'est une maison dans laquelle on rentre, on se rencontre, on se parle, on construit des projets. Donc, évidemment, vous imaginez bien la difficulté que ça pouvait représenter sur le terrain et l'incompréhension aussi pour les maisons de jeunes de se dire, mais si on n'a plus connecté avec les jeunes, si on n'a plus la possibilité d'être en relation avec eux, que vont-ils devenir? Donc ça, c'est le premier point, c'est que deviennent nos jeunes avec lesquels nous sommes en contact depuis généralement des années ou dans nos activités. Il y a eu une déconnexion. Et puis, quelles sont les perspectives? Donc, sans arrêt, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, on imagine un nouveau protocole, on imagine qu'on va pouvoir réouvrir, et puis ce n'est pas possible, c'est reporté. Et donc, ça se fragilise beaucoup, je pense, aussi bien les travailleurs dans les maisons de jeunes que les jeunes. Le contexte de la maison de jeunes, c'est se rassembler, mais aussi se mettre en perspective, essayer de construire l'avenir, c'est s'imaginer dans un avenir personnel en tant que futur travailleur ou futur parent, s'imaginer la possibilité de développer son projet musical. Et tout ça a été extrêmement freiné. Donc, on est vraiment, on s'est retrouvé dans une situation vraiment difficile. Alors, je parle de l'importance du collectif, de construire des projets, mais dans un spectre, ce qui est apparu aussi, c'est que les jeunes viennent beaucoup dans la maison de jeunes pour se rencontrer, discuter, monter des projets, mais certains d'entre eux viennent aussi pour une démarche individuelle parce qu'ils ont pu établir une relation de confiance avec un animateur de maison de jeunes dans un cadre qui n'est pas institutionnalisé pour jeunes en difficulté ou pour jeunes fragilisés. On n'est pas dans l'aide à la jeunesse, on n'est pas dans une structure psychopédagogique, pédiatrique. Donc, et c'est important pour les jeunes de dire, voilà, c'est une zone de neutralité où je peux être entendu en tant que jeune, et avec une relation de confiance avec un animateur, un éducateur, parce que dans ma famille, ça ne se passe pas très bien, surtout dans le contexte du Covid. À l'école, ça ne se passe pas très bien, d'ailleurs, je ne peux plus y aller, et donc j'ai ce point d'attache. Donc, on a essayé vraiment de mettre en valeur, même si ce n'est pas vraiment la fonction première des maisons de jeunes, que garder ce contact avec certains jeunes qui sont en perte de repère était très important. Parce que sinon, ils vivaient dans un isolement très important chez eux ou dans la rue, ou alors dans une forme d'illégalité, de se retrouver à plusieurs avec le risque de se faire dénoncer ou de faire les choses en cachette. Et en cachette, on ne fait pas toujours les choses qu'il faut faire, on va dire. Et donc, on n'a pas pu... on n'a pas réussi à faire monter cette parole, cette importance de pouvoir maintenir des contacts individuels avec certains jeunes. Donc ça, je pense, dans le secteur maison de jeunes, ça a été très mal vécu parce qu'on s'est dit, mais si on n'a même plus la possibilité d'avoir une rencontre d'1 heure avec un jeune, avec toutes les dispositions de masques, de tout ce qu'on a pu mettre en place, on a vraiment l'impression d'être inutile, de ne pas être considéré comme des professionnels, acteurs qui pouvaient contribuer à traverser cette période difficile du confinement. On ne voit pas en quoi rencontrer un jeune pendant 1 heure dans un local avec 3 ou 4 mètres de distance s'il faut, avec tous les masques et les gels, n'était pas envisageable. Donc ça, c'était difficile. Donc on a ressenti pendant toute une période, surtout en septembre, octobre, novembre, le sentiment qu'il n'était plus possible de faire grand-chose et qu'on était en train de perdre la connexion avec les jeunes qui soit étaient en souffrance, soit étaient dans le dépassement de la norme en se rencontrant dans des espaces secrets, cachés, plus ou moins. Alors, on a évidemment privilégié le numérique, l'espace de rencontre numérique, qui, à partir du mois
on a évalué un petit peu en juin-juillet l'outil, et il s'est avéré qu'il n'était pas efficient. Enfin, faire des rencontres de l'accueil avec les jeunes en virtuel, ça n'amenait pas de réponse. Les présences diminuaient très très vite. Les jeunes passaient 5 minutes et puis pour dire bonjour, et puis il n'y avait pas vraiment de dialogue, de construction dans cet espace-là. Donc ça, on s'est rendu compte que autant on peut dire que les jeunes sont beaucoup sur les écrans, beaucoup en communication, le fait de le construire à partir de la maison de jeunes, ça n'a pas produit vraiment beaucoup de rencontres et de projets, parce que c'était juste un échange, c'était juste se parler, mais ce n'était pas construire un projet, et c'est dans la réalité de la maison de jeunes que c'est possible de vraiment construire quelque chose, un événement, un concert, une exposition ou toute autre activité. Alors, on a quand même, à partir surtout des travailleurs du secteur des maisons de jeunes, essayé de débattre en disant mais il y a une insatisfaction, il y a quand même une frustration très importante qui est ressentie, surtout à partir du double discours qui est apparu à un moment donné, entre les jeunes sont essentiels, les maisons de jeunes sont des piliers importants de l'accompagnement des jeunes. Il y a une détresse qui est perçue, mais que nous avions annoncé depuis très longtemps. Nous avons relancé énormément de signaux de détresse et de problématiques parce que nous étions ancrés dans les réalités du secteur. Un sentiment de ne pas avoir été entendu. Et puis tout d'un coup, ça apparaît. On a des spécialistes qui ont pu sonder un peu et eux étaient entendus. Et donc, entendre ce double discours très contradictoire qui est de oui, il y a des acteurs très importants, il faut soutenir les jeunes, il faut accompagner leurs paroles, et en même temps, les maisons de jeunes doivent rester fermées, les contraintes doivent être maintenues sur le secteur. Donc ça, c'était extrêmement difficile de le supporter. Et donc, depuis quelques mois, on a une mobilisation de toutes les fédérations qui s'est construite pour mobiliser la parole des jeunes. On l'a pu le voir dans le secteur de la culture, mais ça a été très présent aussi dans le secteur de la jeunesse, ça a abouti au mois de mars à une mobilisation de l'ensemble du secteur. C'est assez rare. On est dans un secteur qui est très, très diversifié dans l'approche avec les jeunes. Donc, les maisons de jeunes, c'est vraiment l'action collective dans un lieu de vie, avec des règles qui sont construites avec les jeunes. Donc, c'est l'idée vraiment qu'ils s'approprient un espace de création et de construction de ce que peut être la société demain ensemble. Mais à côté de nous, il y a le secteur des auberges jeunesse, des centres d'information pour les jeunes, et au-delà de ça, il y a les organisations de jeunesse que vous connaissez certainement, avec les mouvements de jeunesse, les organismes de formation. Et tous ensemble, on a quand même ressenti le moment important de remettre la parole des jeunes au centre de la préoccupation, parce qu'avec le sentiment de ne pas avoir été entendu. Et la campagne qui a pu être menée au mois de mars, on en a une illustration ici. On s'est dit dans le contexte où les jeunes doivent mettre en place des protocoles, des règles pour pouvoir reprendre l'activité doucement avec des groupes de jeunes en extérieur, avec des règles très importantes à suivre. Ils ont quand même trouvé le temps de mettre la mobilisation en route en faisant une campagne de photos basée sur les jeunes font partie de la solution. Et donc, si on reprend les 300 associations qui se sont regroupées autour de cette initiative, ça a permis d'alimenter ce qu'on appelle un Padlet, donc c'est une sorte de plateforme qui rassemble toutes les interventions, les interpellations, et dont on voit l'illustration ici. Et il y a plus de 1200 interventions qui ont pu être regroupées, donc c'est quand même assez représentatif de la mobilisation des jeunes, et qui ont chacun interpellé sur la manière dont ils ressentaient la perception de la jeunesse. Alors, beaucoup de formulations positives. Les jeunes font partie de la solution, les jeunes gardent l'espoir, les jeunes veulent construire un nouveau rapport à la société. Et puis, il y a une partie des discours qui étaient plutôt centrés sur
un discours plus négatif, on va dire, qui est plutôt la jeunesse oubliée, la jeunesse en perte de sens, la jeunesse dans l'impossibilité de se projeter, la jeunesse dans l'impossibilité de donner des apports de co-construction de la société, alors que c'est un élément essentiel. Donc cette campagne, elle a quand même été entendue. On pense que c'est quand même important de garder le sentiment de ne pas être oublié, hein, que la jeunesse est quand même importante. Et une seconde campagne, d'ailleurs, dans l'élan, va être lancée le 24 avril, donc c'est ici dans 3 jours, où de nouveau le secteur va se mobiliser. Et ça, c'est assez enthousiasmant parce qu'on est sur une dynamique positive et qui rassemble tout le secteur. Et donc, c'est important parce que toutes les associations se rendent compte qu'elles sont vraiment dans la même logique, dans la même souffrance et dans le même besoin de se projeter sur l'avenir, et notamment sur les activités d'été qui seront essentielles, je pense, pour les jeunes qui partiront pas en vacances ou à l'étranger ou qui seront en recherche de se rejoindre à un moment donné. Et aussi pour les travailleurs qui se disent on est un peu tous dans le même sac et on essaye d'avancer. Donc c'était un petit peu, je sais un peu le panel, mais moi je suis surtout dans la recherche de réponses, enfin questions-réponses, donc j'aimerais bien plus exploiter la deuxième partie de notre rencontre pour pouvoir répondre à les questions plutôt que de venir avec un exposé descendant. Donc voilà, la position est vraiment, en tant que fédération, entre le vécu de terrain, les difficultés rencontrées par les jeunes, des situations vraiment de précarisation des jeunes qu'on a pu rencontrer, la frustration culturelle ou un projet citoyen à travers la maison de jeunes, et la difficulté de faire remonter, enfin d'avoir une relation de construction avec le cabinet sur des protocoles. Nous avons l'impression d'être dans un blocage permanent. Nous sommes dans le bon espoir que tout cela se dégage vers des perspectives positives très vite, comme vous le savez tous. Et donc voilà, je m'arrêterai là, je balaye un petit peu rapidement notre secteur, et j'attends plus dans l'interaction de notre rencontre de ce matin, dans la deuxième partie. Voilà, merci Caroline, je te renvoie la parole. Merci beaucoup Patrick, effectivement, d'avoir relevé ce défi en une dizaine de minutes, de nous donner déjà un très bon aperçu du vécu, du ressenti. Je note dès à présent effectivement ce double ressenti, peut-être dont on ne parle peut-être pas assez. D'une part, la souffrance des jeunes, bien sûr, qui est de plus en plus relayée dans les médias, mais ce que tu mets aussi en lumière, c'est cette souffrance de tout un secteur au niveau d'une reconnaissance du travail de terrain mené de très longue date et qui a peut-être été certainement trop éclipsé lors de cette première année de la pandémie. Voilà, donc c'est le moment de faire la transition vers notre deuxième intervenant. Merci beaucoup Patrick. Et on reviendra évidemment lors du débat vers toi pour plus de précision. Donc maintenant, j'introduis Logan Verhoeven. Logan, qui est coordinateur du CEF, le comité des élèves francophones, et vice-président de Relief, une autre fédération d'organisation de jeunesse, une organisation pluraliste. Et donc Logan, 25 ans, qui se définit lui-même aussi comme un citoyen engagé, formé par l'éducation non formelle, avec de multiples engagements au sein du secteur jeunesse et de mouvements citoyens. Et donc, Logan nous rejoint ce matin, plus particulièrement autour d'une contribution concernant la parole des élèves, donc dans le cadre scolaire, et parole qui, nous dit-il, est inaudible, a été inaudible pendant une crise majeure. Il nous propose un petit retour sur le temps qui a été nécessaire avant que le monde politique ne réagisse à la détresse des jeunes. Et dans un deuxième temps, voilà, la difficulté qu'ont les jeunes de se faire entendre toujours à l'heure actuelle, et les craintes de relations de subordination au sein de l'école et au sein de la société en général. Voilà. Logan, à toi. Merci.
Merci Caroline pour cette introduction et merci effectivement aussi pour l'invitation à participer et à pouvoir porter un peu la voix des élèves aussi, donc des jeunes aujourd'hui. C'est chouette aussi de voir qu'il y a un certain intérêt à la question, en tout cas de la participation des jeunes en tant que telle, et de voir qu'il y a des gens qui sont présents pour pouvoir écouter sur cette thématique-là. Donc brièvement, donc effectivement, donc moi je suis au CEF en tant que coordinateur depuis 2 ans et précédemment j'ai été membre quand j'étais élève dans le secondaire. Donc je suis un peu la carrière de l'enseignant qui ne quitte jamais son école. Je ne quitte jamais l'association ou l'associatif, en tout cas ici spécifique, le CEF. Donc, voilà, donc le CEF a 4 axes spécifiques. Donc c'est agir sur les problèmes liés à l'enseignement, renforcer le rôle des élèves dans leur école, porter la voix des élèves et également ouvrir l'école à la société. Alors, au travers de ces 4 axes, évidemment, la crise a un peu nourri au travers de différents projets. Je reviendrai dessus durant ma présentation. Mais donc, le CEF offre également des animations à la participation aux jeunes, à la lutte contre le harcèlement et notamment à la défense en général des droits et des intérêts des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, je pense que pour commencer du coup mon intervention, je pense qu'il est important du coup que je pose un cadre effectivement sur la définition de ce que moi je vais appeler jeune durant mon intervention. Donc de par ma casquette de coordinateur du CEF, moi je vais aborder du coup l'angle des élèves du secondaire, donc plutôt la tranche 12-20 à la grosse louche, qui est un public du coup avec lequel on est évidemment le plus amené à collaborer. Puisque le CEF est donc du coup un espace de parole et un espace de porte-voix pour ce public-là spécifique. Alors je pense que c'est important de le définir parce que quand on parle des jeunes, en fonction de ses affinités propres, on parlera tantôt des enfants, tantôt des ados, des adolescents, des jeunes adultes, etc. Et si on en suit par exemple les décrets de la fédération, un jeune peut être défini jeune jusqu'à 35 ans. Donc ça fait quand même pas mal de monde avec une place dans la société aussi qui diffère selon qu'on est 6, 15 ou 29 ans. Donc voilà, je pensais que c'était important de pouvoir poser ce cadre-là avant de commencer mon intervention sur le fond. Donc voilà, donc tout comme l'introduction à l'atelier ici est présentée, donc le Covid met effectivement en lumière, ou a mis en lumière, il a exacerbé des problématiques de notre société, en ce compris dans l'école. Et ce qui est révélé notamment du coup dans cette crise, mais qui existait déjà auparavant, c'est le fait que l'on considère trop peu, à mon sens, en tout cas les jeunes en tant qu'acteurs et actrices. Tout au plus, ils seront écoutés, mais peut-être pas entendus, voire pas du tout compris en fait, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs attentes. Et donc, je pense que la nuance aussi est importante, car elle est un peu le symbole, à mon sens, de ce que cette crise traduit entre l'écoute et l'entendre, ou en tout cas la compréhension qu'on fait de la parole des jeunes. Le parallèle peut être fait, par exemple, avec la musique, je trouve. On peut écouter de la musique sans forcément se projeter sur quel est le message derrière ou qu'est-ce qu'on entend en fait réellement derrière les paroles qui sont utilisées. Et donc, je pense que pour ça, il faut qu'on prenne un peu le temps d'étudier un peu le texte ou ce genre de choses. Donc, je pense que c'est pareil pour les jeunes. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps et qu'on se donne les moyens de pouvoir entendre ce qu'ils ont à nous dire, comprendre ce qu'ils veulent nous faire passer comme message et quels sont leurs besoins et leurs attentes. Et donc, je pense que, notamment dans le contexte d'aujourd'hui, cette étape n'a pas forcément été construite, n'a pas forcément été donnée aux jeunes, en tout cas d'un point de vue institutionnel. Je pense que, comme Patrick le disait, le secteur a quand même pris le relais et pas mal d'organismes ont mis en place toute une série d'espaces de parole pour que les jeunes puissent, d'une part, simplement exprimer leurs ressentis, mais d'autre part aussi, éventuellement réfléchir en fait, à quelles sont les perspectives durant cette crise. Et je pense que c'est toute l'importance aussi du secteur en tant que tel aujourd'hui. Alors, l'exemple le plus criant concernant un peu ce déphasage, entre guillemets, si je peux dire, entre le monde institutionnel et les jeunes, c'est clairement le temps qu'il aura fallu en fait, aux politiques, notamment de prendre conscience de la détresse des jeunes, tant au niveau psychologique qu'au niveau social. Il aura fallu presque une année en fait, avant qu'il y ait réellement des mesures qui soient activées dans ce cadre-là, ce qui est réellement problématique selon moi,
de la même façon que les médias n'ont pas traité non plus les jeunes également sous cet angle-là, avec le focus, comme j'imagine chacun d'entre nous a pu le connaître, sur la crise, uniquement la crise, toute la dimension médicale et sanitaire du coup derrière la gestion de cette crise-là. Je pense que le déclic a été réalisé grâce notamment aux professionnels de la santé mentale qui ont un peu tiré la sonnette d'alarme dans cette dimension-là, malgré le fait qu'il y avait déjà pas mal de sonnettes d'alarme qui avaient été activées par les différentes institutions jeunesse ou les organisations en général qui sont confrontées en fait au quotidien aux jeunes et qui avaient déjà en fait cette réalité au quotidien. Alors, si je veux illustrer un peu le propos ici de ce temps qu'il a fallu, alors le CEF effectivement a réalisé depuis le début de la crise 7 enquêtes différentes à destination du coup des élèves du secondaire, dans lesquelles on a consulté environ 10 000 jeunes, dont la dernière du coup, comme Caroline le citait en introduction, avec le CERE et la FAPEO. Alors, dans ces enquêtes, on a un peu visé large, donc bien-être, sécurité, apprentissage, évaluation numérique, vraiment pour laisser l'opportunité en fait aux jeunes de pouvoir s'exprimer sur toutes ces dimensions-là. Et aussi, afin de nous avoir des indicateurs et pouvoir un peu mesurer quel est leur état général et comment est-ce qu'eux et elles vivent cette crise. Donc, pour revenir spécifiquement sur la dernière en date réalisée avec la FAPEO et le CERE, dont les résultats ont été publiés en janvier 2021, l'un des constats, je trouve, qui a été le plus démonstratif, c'est que cette enquête était du coup tant destinée aux élèves qu'aux parents, avec une certaine ambition de pouvoir un peu comparer la vision des deux publics. Et étonnamment, on s'est quand même fortement rendu compte que la vision des parents, donc, enfin des adultes, et ici en l'occurrence du coup des parents, ne correspondait pas toujours, voire parfois pas du tout en fait, à la réalité du coup que les élèves eux-mêmes identifiaient. Et donc à partir de ce constat, je trouve que c'est effectivement difficile de réaliser que la situation ne va pas bien et que donc il est compliqué de définir en fait des politiques qui soient efficaces sans même à un moment donné consulter, associer les jeunes à ces réflexions et aux mesures politiques qui doivent être mises en place. Je pense que c'est un constat aussi lié aux caractéristiques entre guillemets des jeunes, parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas spécialement considérés comme étant des acteurs et des actrices à part entière dans la société. Je pense que notamment, encore plus dans un contexte scolaire, ils sont souvent vus comme étant des bénéficiaires d'un service rendu, et pour lequel ils ou elles n'ont pas forcément le droit de remettre en question, d'avoir un esprit critique ou de donner leur opinion en fait, sur ce qu'ils vivent, notamment du coup à l'école. Donc je pense que l'école l'aura encore renforcé. Et par rapport à ça, on a eu beaucoup de témoignages d'élèves qui nous disaient que le seul espace qui théoriquement était destiné à leur parole dans l'école, à savoir les conseils de délégués, n'ont pas forcément été mis en place dans l'école cette année. Alors, pas le temps, la crise est plus importante à gérer, laisser faire les adultes. On a eu toute une série évidemment de retours par rapport à ça. Et donc, c'est autant de justificatifs qui ont en fait permis à l'institution scolaire d'étouffer un peu les quelques rares volontés d'élèves, d'essayer de faire en sorte d'avoir un rôle un peu plus proactif, de proposer des choses concrètes, de changer un peu les mesures qui étaient mises en place dans l'école. Et donc voilà, donc là on se rend compte que dans un contexte de crise, c'est un droit qui est facilement éjectable en fait au final, malgré le fait que ça soit quand même prévu dans le cadre légal, dans un décret. Les conseils de délégués au final étaient une option dans la gestion de la crise et priorité était donnée du coup au contenu pédagogique, notamment pour rappel toujours dans le contexte du coup scolaire. Alors, je pense que c'est important aussi quand même de dire que toutes les écoles n'ont fort heureusement pas procédé de la sorte et que certaines d'entre elles se sont adaptées aussi en proposant aux élèves des moments de parole, des questionnaires bien-être pour évaluer et ajuster les mesures qui étaient mises en place dans les écoles. Donc je pense que c'est quand même important de le souligner aussi, mais ce n'est pas une mesure qui a été automatiquement réalisée.
pour approfondir la question de la consultation des jeunes en tant que telle, du coup, pendant cette période de crise, à la question de savoir s'ils ont été réellement consultés, je pense qu'on peut se dire plus ou moins oui. Je dis plus ou moins oui parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce sont des organisations comme Amnesty, comme le Forum des jeunes, comme des maisons de jeunes, des AMO, etc., qui ont pris un peu cette place pour faire en sorte de consulter un peu les jeunes, savoir un peu comment ils se sentaient, et elles se sentaient, afin de pouvoir remonter cette parole aux politiques. Alors, cette consultation, du coup, n'est pas institutionnelle. Je pense qu'elle est un peu, du coup, même informelle, mais elle permet quand même de faire remonter la parole des jeunes. Donc, je pense qu'il y a une certaine forme de consultation. Je pense que peut-être deux enquêtes ont peut-être été mandatées par le politique, par Lucie Louvain, concernant le bien-être des élèves à l'école, mais c'était peut-être une parenthèse à donner. Et donc, du coup, au-delà de la consultation, je pense que la question est plutôt de savoir si la consultation seule est-elle suffisante et si elle permet une réelle participation, en fait, ou une réelle prise en considération des jeunes ou de l'avis des jeunes. Et là, je pense que par contre, ma réponse est plutôt non. Je pense que, notamment, du coup, les mesures qui ont été mises en place aujourd'hui ne reflètent pas, en fait, le réel avis des jeunes, ne reflètent pas le réel besoin en tant que tel. Et donc, c'est pour ça que je considère qu'il y a un peu cet écart entre cette fameuse écoute et cette compréhension ou cette entente, c'est qu'en fait, on n'est pas en phase avec les réels besoins des jeunes. On peut prendre, je trouve en tout cas que les mesures qui ont été prises, c'était plutôt un peu des sparadraps qui ont été mis sur des mots, des grands mots en fait, généraux, qui ont été identifiés, la fracture numérique, la fracture sociale, psychologique, économique, sans réellement en fait, écouter du coup les symptômes que les jeunes eux-mêmes et elles-mêmes identifiaient. Et donc, quelques exemples notamment qui ont été réalisés dans le cadre scolaire afin de réduire du coup la fracture un peu psychosociale. Il y a eu 19 millions qui ont été débloqués pour engager du personnel, soit des éducateurs ou des éducatrices, soit du personnel psychologique dans les PMS. Aujourd'hui, les élèves que nous, on rencontre au CEF nous disent ne pas voir, entre guillemets, la couleur de ces personnes ou ne pas voir concrètement ce qu'ils font ou ce qu'elles font à l'école. Donc, on se pose concrètement quelle est du coup la plus-value ou la valeur ajoutée de ces mesures et surtout cet argent investi. Alors qu'au final, on a toute une série de recommandations qui proviennent des jeunes, qui sont très concrètes à mettre en place et qui pourraient en tout cas répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Alors évidemment, je pense que comme on est en plein dedans, on n'a évidemment pas d'évaluation de ces mesures-là, mais je pense que ce serait intéressant de le faire, mais surtout de le faire du coup avec les jeunes. Et donc là, c'est surtout au niveau politique, mais même, je pense, au sein de nos structures, de voir la façon dont nous avons géré cette crise afin de leur permettre d'avoir des espaces de parole, de leur permettre de conserver en tout cas un lien. Est-ce qu'en fait, on a été dans le bon? Je pense que c'est aussi un peu notre rôle de pouvoir jouer cette mission un peu d'évaluation par rapport à tout ça. D'un point de vue sectoriel, je ne vais peut-être pas revenir sur tout ce que Patrick a pu avancer, mais effectivement, je pense que c'est quand même important de rappeler que la jeunesse se mobilise et va encore se mobiliser pour se faire entendre et pour réclamer qu'elle fait partie de la solution, quoi. Tant les acteurs que les jeunes en général. Tant au niveau de la gestion de la crise que également pour la relance. Et je crois que c'est important aussi de pouvoir l'identifier. La relance qui est à venir, pour moi, nécessite de mettre en place des dispositifs qui permettent aux jeunes de prendre une place active, de pouvoir aussi à nouveau proposer des solutions et de se sentir en fait concernés et inclus dans ces réflexions afin de pouvoir aussi prendre pleinement conscience de la place dans laquelle les jeunes du coup, de la place que les jeunes ont dans la société. Voilà un peu pour la vision que moi je partage au niveau du CEF et au niveau de la place du coup des jeunes dans le dispositif. Très concrètement, encore aujourd'hui, on travaille sur des ateliers de réflexion pour imaginer les scénarios alternatifs et la façon dont les élèves pourraient se mobiliser pour se faire entendre dans les écoles parce que les contacts qu'on a potentiellement avec le politique n'ont abouti à pas grand-chose au final et sont parfois, en tout cas nous on a l'impression d'être plutôt une vitrine
ou en tout cas le sentiment de bonne conscience qu'on se donne en se disant « Ok, on a écouté ce qu'ils avaient à dire, mais… » les adultes autour de la table, puisque les élèves ne sont pas autour de cette fameuse table de concertation, par exemple des acteurs scolaires, vont prendre les bonnes décisions, quoi. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a quand même encore un espoir, ou en tout cas un rôle à jouer pour permettre aux élèves de se dire « Ok, on a encore quelque chose à faire, quelque chose à dire, et à essayer de revendiquer quand même cette place en tant que telle. » Donc voilà, je terminerai peut-être là-dessus. Mon intervention n'est peut-être pas très positive, mais je pense que mes propos, en tout cas, je pense qu'il est important de souligner que la participation réelle des jeunes, du coup, aujourd'hui, n'est peut-être que trop peu existante, et surtout en particulier au niveau institutionnel, et de revenir peut-être sur notre rôle à nous à jouer en tant qu'institution jeunesse pour redonner cet espace. Merci beaucoup, Logan. Oui, une intervention qui est ce qu'elle est, mais qui en tout cas pointe très bien, je trouve déjà dans le concret, là où se trouvent les failles, et on sent vraiment toute cette écoute du terrain et des élèves pour leur donner la parole au niveau de votre structure, en tout cas, et du travail que vous effectuez pour le relayer. Et donc, j'espère que lors du débat, on pourra reparler peut-être aussi de ces pistes proposées par les jeunes eux-mêmes, de ce qui a peut-être déjà pu être mis en place dans certains établissements. Je pense qu'il y aura encore de quoi nous nourrir tous les participants de ce matin. Donc, n'hésitez pas, je rappelle, dès à présent, suite aux 2 premières interventions, vous pouvez déjà, ça nous aide même, si vous nous envoyez déjà des questions, des sujets que vous voudriez creuser, suite à la parole de Patrick et Logan, envoyez-le par le chat. Donc, merci Logan. Et maintenant, 3e temps d'intervention avec Madame Thérèse Dumst. Thérèse Dumst, qui est responsable du service social général du CPS d'Anderlecht, ainsi que de la cellule 18-24 ans. Donc, elle aussi très en lien avec les jeunes et les jeunes parmi les plus précarisés. Madame Thérèse Dumst est assistante sociale de formation, travaille au CPS d'Anderlecht depuis 2002. Et donc, elle va nous parler plus particulièrement de ces jeunes qui sont non seulement précarisés, mais aussi isolés. Et donc, je vous donne la parole pour votre témoignage. Merci. D'abord, je veux remercier le CIRI et le STICS de nous donner la parole en tant qu'assistante sociale au sein d'un CPS, parce qu'effectivement, maintenant, je suis responsable du service social général, mais j'ai quand même une formation d'assistante sociale, et même si mes missions maintenant, c'est plus une gestion d'équipe et des visions stratégiques, pour moi, ça reste impossible à mener si je ne garde pas le contact aussi bien avec le citoyen qu'avec le monde professionnel qui est directement en lien avec le terrain. Alors, ce que je voulais faire d'abord, c'était poser le cadre d'un CPS, parce qu'un CPS, c'est régi par des lois. Et donc, légalement, un CPS intervient de manière résiduaire. Donc, les personnes peuvent avoir droit à une aide du CPS seulement s'ils font valoir leurs droits de la sécurité sociale et autres, autant sur le sol belge qu'à l'étranger. Et donc, ça nécessite quand même une connaissance de la part du demandeur, mais aussi du professionnel. Je dis aussi du professionnel, pourquoi? Parce que dans un CPS, il y a quand même pas mal de jeunes assistants sociaux qui sortent de l'école, il y a quand même un certain turnover, donc on doit quand même être attentif à ce que nos assistants sociaux aient les bonnes informations pour pouvoir aider finalement au mieux les demandeurs. Alors, ce qui est particulier aussi au niveau du CPS, c'est qu'on accorde les aides en droit résiduaire, mais finalement, chaque demande est également conditionnée. Donc, l'assistant social reçoit une demande, il doit analyser si légalement il peut accorder une aide. Mais ce qui est important aussi de mentionner, c'est que l'assistant social doit analyser l'ensemble de la situation de la personne, parce que j'ai régulièrement des jeunes qui m'envoient un mail en disant voilà, je suis étudiant, est-ce que j'ai droit à l'aide du CPS? Ce que je conseille toujours aussi bien à la personne qui demande qu'aux professionnels, c'est introduisez une demande. Ça permet de voir l'ensemble de la situation et à l'assistant social d'analyser l'ensemble et de voir finalement peut-être que l'aide demandée sera refusée, mais le CPS peut accompagner ou accorder d'autres types d'aide.
Alors, ce qui est important aussi de savoir au niveau des CPS, c'est qu'il y a une autre politique générale. Donc, lorsque le CPS propose le budget au conseil communal, il émet également une autre politique générale et au sein du CPS d'Anderlecht, la note politique générale comprend également un point quand même assez essentiel pour les jeunes. Ça, c'est quand même important parce que c'est une partie politique. Je pourrais me retrouver au sein d'un autre CPS qui, en fonction de ses citoyens, a d'autres priorités, même si moi, en tant qu'assistant social, je voudrais intervenir plus sur la jeunesse, je n'aurais peut-être pas autant de possibilités. Et alors, un point important aussi dans notre politique générale, je trouve que c'est l'accent mis sur le travail avec le monde associatif. Ça, je trouve que c'est aussi quelque chose à souligner. Et encore une dernière chose, c'est que finalement, au CPS, ce qui est le plus difficile, je trouve, c'est pour les personnes, c'est d'atteindre le CPS. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on s'est rendu compte encore plus pendant la crise sanitaire. Et finalement, quand les personnes sont bénéficiaires déjà d'une aide du CPS, ça leur ouvre différentes panels d'offres, tant sur le bien-être physique et psychologique ou l'ouverture d'un réseau social. Je l'explique parce que finalement, dans mon exposé qui va suivre, vous allez voir que ce qui est le plus difficile pour le CPS, c'est d'atteindre un nouveau public. On sait qu'il est là, on sait que les jeunes sont là, le Gan et Patrick l'ont expliqué, mais comment finalement à se dire venez jusqu'au CPS, venez demander de l'aide. Maintenant, la parole au sein du CPS, chez nous, c'est généralement individuel. On a deux formes, on a une seule forme de parole des jeunes et autres au sein du CPS, c'est le CCUS. Donc, on a créé un groupe d'usagers qui représente les bénéficiaires du CPS et qui permet d'échanger lors de groupes de travail sur ce que finalement les usagers des services du CPS attendent d'un CPS. Qu'est-ce qu'il faut retravailler? Encore une fois, c'est une parole au sein même de l'établissement et pas forcément une vision plus globale du citoyen, alors qu'un CPS reste un service public ouvert à tout habitant de sa commune. Alors, au sein du CPS Anderlecht, on a un service 18-24. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le service 18-24, au départ, il avait été créé pour les jeunes isolés et précarisés. Donc, ça nous permettait d'avoir un soutien plus proche pour ce groupe cible. Ensuite, il y a eu l'imposition de la loi pour le PIS, donc un projet de vie à mettre en place avec les jeunes de moins de 25 ans. Donc, le service s'est retrouvé avec tous les jeunes de moins de 25 ans. Et maintenant, on fait marche arrière, où on se dit que finalement, on a des jeunes aussi où les parents sont suivis dans le cadre du service social général. Donc, dans notre suivi, on coupe les familles. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est reprendre un référent par famille et recréer un service plus proche du jeune du moins de 25 ans, mais également des MENA et aussi des jeunes de mise en autonomie qui sortiraient de l'aide à la jeunesse. Alors, le CPS et la crise sanitaire, clairement, nous n'étions pas préparés, nous non plus. Donc, on s'est retrouvés fermés quand même au public, ce qui est quand même particulier pour un CPS. Donc, on a mis en place 4 numéros gratuits où on a essayé de rester joignable. Encore une fois, dans 4 numéros gratuits, on a quand même un public particulier. Maintenant, pour les jeunes étudiants, c'est peut-être plus facile aussi les moyens de communication. On a toute une partie du public qui, finalement, ils ont besoin d'avoir un contact pour pouvoir s'exprimer. Il y a la barrière de la langue. On n'a pas forcément un GSM parce qu'on a l'impression que parce qu'on a moins de 25 ans dans notre société, tout le monde a un PC, tout le monde a des moyens de communication. Pas forcément. Donc, c'était quand même assez compliqué. On a essayé de réouvrir au plus vite au public et surtout pour les assistants sociaux. Et donc, à partir de mai, on a recommencé nos entretiens en présentiel. Mais tout ce qu'on a fait pendant qu'on était fermé, finalement, c'était maintenir les aides sociales qui étaient déjà en cours. Et on se retrouvait, même si le CPS a différentes fonctions et missions, à le pouvoir répondre aux besoins essentiels. Donc, maintenir un toit, pouvoir manger, continuer à aller à l'école, avoir un PC, payer son loyer. Et finalement, je me dis, les jeunes isolés et précaires, ils ont beaucoup plus de pression dès le départ, même hors Covid finalement,
puisque dès qu'on a 18 ans en CPS, on t'active. Hein, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Comment tu veux y arriver? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Donc, il y a quand même une certaine forme de contrôle. Et puis, il y a eu la crise sanitaire. Et donc, je me dis, les jeunes, est-ce qu'ils avaient le droit de parole? Mais est-ce qu'ils avaient le temps de réfléchir à cette envie de s'exprimer, finalement, avec ce stress supplémentaire d'être précarisé et de vouloir quand même garder son statut d'étudiant, pouvoir quand même continuer sa vie malgré la crise sanitaire. Et donc, je ne dis pas qu'on est post-crise sanitaire, mais c'est seulement, je veux dire, quelques mois maintenant qu'on recommence à reprendre nos cours de la vie professionnelle, où je recommence à avoir des groupes de travail avec le monde associatif, avec les AMO, que les jeunes vont commencer à pouvoir s'exprimer. Maintenant, moi, ce que j'espère et ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on reste un CPS et on a une certaine image à changer. Et je ne suis pas sûre que les jeunes se disent j'ai le droit de m'exprimer au CPS aussi, parce qu'il y a toujours une forme de contrôle. On a été subsidié de manière régionale et fédérale pour toutes les aides crise sanitaire, mais ça reste quand même des aides conditionnées qui sont. Il y a le Zoom 18-25 qui a été lancé ici, et alors sur le bien-être aussi psychologique des usagers des services du CPS. Mais comment expliquer réellement au CPS ma réalité de vie? Qu'est-ce que je peux lui dire? Est-ce que j'ai le droit de lui dire qu'effectivement, j'avais une aide financière, mais que je travaillais de manière non déclarée parce que ça me permettait de souffler? Est-ce que j'ai le droit de lui dire que maintenant que j'ai plus cette aide, finalement, je ne sais plus payer mon loyer Donc ça, je trouve que c'est… Alors, moi, en tant qu'assistante sociale de terrain, oui, bien sûr, mais comment attester qu'ils ne vont pas avoir de répercussions, finalement, le fait de le dire? Et puis, il y a toute une partie aussi, je parlais des jeunes étudiants, où leurs conditions d'étudiants en Belgique, c'est un certain statut de l'Union européenne ou hors Union européenne, où c'est bien mentionné que finalement, s'ils demandent une aide sociale au CPS, ils peuvent perdre leurs droits d'étudiants, le statut d'étudiant. Et donc, comment combiner sur le terrain, finalement, des jeunes qui se retrouvent en disant, voilà, je dois avoir un garant, je dois subvenir moi-même aux besoins, je vais demander au CPS, et le CPS est tenu de leur informer en disant, si vous avez une aide du CPS, vous pouvez perdre votre statut d'étudiant. Comment jouer avec tout ceci? Donc, c'est quand même assez compliqué. Maintenant, la parole des jeunes aussi, encore une fois, pour moi, au sein des CPS, la parole ne sera toujours qu'individuelle. Pour le PIS, ça permet de mettre un projet de vie. On écoute le jeune, les jeunes, on voit ce qu'il veut faire, on essaye de mettre quelque chose en place. Mais je pense que les jeunes ont déjà perdu une partie de leur rêve. Et donc, le droit de parole, mais pour dire quoi? Souvent, ils vont dire je veux travailler. Mais oui, d'accord, mais tu as à peine 18 ans, tu n'as pas encore 25 ans, tu veux travailler. Mais il ne faut pas oublier qu'une carrière chez nous, en Belgique, c'est plus de 40 ans. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu avais envie de faire à un moment donné? Et on doit découdre et travailler avec eux, finalement, sur leurs rêves où ils se disent la société ne veut que je m'intègre. Et ça, ils l'ont très fort intégré. Et donc, la parole, oui. Mais qui la porte finalement, la parole des jeunes? Comment est-ce qu'on la traduit? Comment est-ce qu'on la met en action au sein des CPS? Et pour moi, en tout cas au sein des CPS, pour moi, l'important, c'est vraiment de travailler avec le monde associatif parce que, comme le Gaël et Patrick expliquaient, finalement, eux, ils ont une autre approche du jeune. Donc, c'est eux qui peuvent nous rapporter cette parole. Et peut-être que finalement, le jeune verra qu'on peut créer un groupe de parole au sein des CPS, mais je pense que c'est compliqué quand on voit qu'un CPS a quand même une partie de contrôle et qu'est-ce que le CPS va en faire finalement. Donc ça, je pense que… Voilà. Donc pour moi, la parole des jeunes, ben oui, bien sûr. Le CPS, ce sera toujours de manière individuelle et je pense qu'un CPS ne peut pas rapporter la parole de jeunes sans le monde associatif ou sans les personnes qui sont finalement présentes et qui accompagnent les jeunes de manière régulière dans leur milieu de vie, ce qu'un CPS, à ce jour, ne fait pas. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, hein, finalement. Hein, donc, j'espère ne pas avoir oublié. Maintenant, je sais qu'il y a une deuxième partie où il y a les questions. Donc, j'espère vraiment répondre aux questions
tout à l'heure de manière plus précise s'il y en a par rapport au CPS. Merci beaucoup Thérèse. Oui, on a encore 1 heure devant nous pour poursuivre cette matinée. Merci beaucoup pour cette contribution qui pointe aussi, vous l'avez très bien dit, ce basculement pour tout un chacun, dont un service d'aide à la population au plus précarisée, avec les enjeux inhérents de survie. J'ai bien aimé votre façon de souligner cette tension entre conserver ses droits, retomber sur ses pattes, et puis finalement la participation là-dedans, et avec ce que vous nous dites, finalement, ils ont perdu leur rêve, la société veut que je m'insère, et puis quoi, dans quelle société actuellement? Donc, on sent effectivement la détresse ou le déboussolement, tout du moins, qui peut toucher ces jeunes que vous accompagnez. Merci beaucoup.